S'il plaît au tribunal, Monsieur Fuster va lui présenter les projections dont j'ai parlé tout à l'heure. Monsieur le Président, Messieurs, je dois vous présenter quelques réalisations de la propagande directe dans les pays occupés. Dans ces pays occupés, pendant toute l'occupation, les habitants ont vu les murs de leurs maisons se couvrir d'affiches démesurées, variées en couleurs et en textes. Dans tous ces pays, il n'y avait pas de papier, mais il y en avait pour la propagande. Et cette propagande s'est exercée sans aucune espèce de limite tenant à la vraisemblance ou à la morale. Dès que les nazis pensaient qu'une campagne quelconque pouvait produire un effet si petit fût-il, ils déclenchaient cette campagne. C'est ainsi qu'on a vu en France le nom des hommes les plus illustres figurer sur des affiches, des hommes les plus illustres de l'histoire, à qui on faisait proclamer des slogans contre les ennemis de l'Allemagne. On a vu le nom de Clémenceau, le nom de Montesquieu et le nom de beaucoup d'autres à qui on faisait dire des paroles favorables au nazisme en prenant dans leur œuvre des phrases isolées. Mais la propagande allemande ne s'est pas contentée d'adultérer le génie des grandes lumières historiques de notre peuple. Elle a aussi essayé de déformer, de pervertir les sentiments les plus sacrés. En France, des affiches favorables au travail en Allemagne, où l'on faisait dire par une mère à ses enfants comme on est heureux depuis que papa est parti travailler en Allemagne. Ainsi, le sentiment familial servait aux fins du nazisme. La propagande allemande s'est aussi appliquée à atteindre le sentiment national. Nous avons vu, et il y en a eu dans tous les pays, des affiches engageant les jeunes gens à servir dans les rangs allemands. Monsieur Faure a dit hier combien les malheureux qui avaient servi, les malheureux criminels qui avaient servi dans ces différentes légions, pouvaient, en même temps que coupables, être considérés comme des victimes du nazisme.
Et ainsi, la propagande allemande, ayant atteint à la fois le génie d'un peuple et les sentiments les plus intimes, a constitué réellement un crime contre l'esprit, un de ces crimes contre l'esprit que, d'après la citation qui couronne la péroraison du réquisitoire de M. Dubos, on ne doit pas pardonner. Certes, la publicité est permise, mais la publicité a des limites. Elle s'arrête au respect de la personne humaine, des lois et de la morale. Il existe dans tous les pays des garanties pour l'individu. Il y a des lois contre la diffamation, contre l'injure. Au contraire, en matière internationale, la propagande allemande pouvait s'étendre sans limite, sans restriction, sans sanction, du moins jusqu'au jour de l'érection de votre tribunal, qui est justement là pour la frapper. C'est pourquoi il nous a paru utile, il nous a paru nécessaire, de notre devoir, de lui soumettre quelques-unes de ses réalisations. Nous n'avons pas choisi les plus connus, mais plutôt les plus originales, qui caractérisent en quelque sorte les excès, les points limites de cette propagande. Tout d'abord, nous allons présenter une toute petite bande extraite d'un film très particulier réalisé contre la franc-maçonnerie et qui a été imposé par les Allemands de la façon déjà exposée au cours du réquisitoire. Le film en lui-même n'a aucun intérêt, mais il contient des images qui illustrent la grossière campagne de mensonges à laquelle se sont livrés les Allemands en France. Comme c'est un film très court, comme il va passer très rapidement, étant donné que le matériel ne permet pas de vue au ralenti, je vais, avant de le faire projeter, attirer l'attention du tribunal sur les deux sortes d'images qui vont se succéder sans transition devant lui. En premier lieu, une carte va apparaître, la carte du monde. Cette carte sera rapidement recouverte par la teinte correspondant à l'influence judéo-maçonnique, sauf les deux îlots victorieux, le bloc européen nazi et fasciste d'une part, et d'autre part, le Japon. Nous présentons cette image pour montrer jusqu'à quel degré de simplification grossière aboutissait la propagande nazie
et comment elle proposait au peuple les formules les plus simplistes et les plus erronées. Un exemple plus odieux encore de calomnie succédera. C'est l'image du président Roosevelt présentée sous ce titre: Le frère Roosevelt veut la guerre. C'est tout ce que nous avons extrait de ce film qui va être présenté maintenant. Pour Monsieur Abbott, vous pouvez commencer. Il s'agit du film Forces occultes. Voici la carte du monde avec les zones d'influence. Zone d'influence soviétique, britannique, américaine. Zone d'influence, et voici le frère. Fini. Light. Light, please. Is it necessary to have an accompaniment of music? I am sorry. Can't be helped. Very well. Je m'excuse auprès du tribunal, mais il était impossible de supprimer le son de cette borne. La rapidité du film a montré qu'il fallait présenter d'abord, un peu en détail, les images qui ont passé devant le tribunal. Je pense tout de même qu'il a pu les apprécier. Et maintenant, nous allons faire projeter quelques affiches, quelques photographies d'affiches. Ces projections seront plus dociles que le film dont on ne peut pas ralentir la vitesse, et nous pourrons les projeter une à une en donnant à chacune le commentaire qu'elle mérite. J'indique au tribunal que la bande qui lui a été présentée est déposée sous le numéro 1152, ainsi que sous le numéro 1152 bis. Les scénarios d'autres bandes de propagande intitulées Monsieur Girouette, intitulées Travailleurs français en Allemagne, qui sont extraites du dossier de procédure conduite contre M. Musard devant la Cour de justice de la Seine, et qui indiqueront également dans quel sens et quelle était la consistance de la propagande qui était faite par ce moyen. Les projections des photographies d'affiches qui vont avoir lieu maintenant sont déposées sous le numéro 1153. Avant de réaliser ces projections, nous devons donner quelques indications sur la façon dont la propagande par affiche était organisée. Elle l'était avec beaucoup de soin. Nous déposons à ce sujet une brochure
qui contient toutes les indications de Montard et révèle une véritable administration et des projets longuement mûris. C'est le document 1150, dont nous ne donnons pas lecture puisque c'est une publication, mais nous résumons les plus intéressantes indications qu'elle contient. Le tribunal verra que tous les détails y sont prévus avec la plus grande minutie. Emplacement des panneaux, etc. Toutes ces affiches émanaient du service central de Berlin, DPA. Sous leur première forme, elles ne comprenaient que les images. Les légendes étaient ajoutées ensuite dans le pays auquel elles étaient destinées. Ces légendes devant être écrites dans la langue de ce pays et adaptées à la situation locale. Très souvent, les Allemands s'abstiennent d'indiquer l'origine officielle germanique, ou même ils indiquent une origine différente. Ils utilisaient, par exemple, la mention imprimée en France. Et voilà l'intérêt de cette précision technique. C'est que cette mention imprimée en France ne veut rien dire parce que jamais elle n'est portée sur des affiches proprement françaises. Sur les affiches françaises, il y a seulement le nom de l'imprimeur, qu'au contraire, nous ne trouvons pas dans ces affiches allemandes. Les Allemands pouvaient sans doute, par cette mention imprimée en France, faire croire aux Français que la propagande qui leur était offerte n'était pas directement d'origine ennemie. Voilà quelque chose de curieux et de révélateur à la fois. Comme nous l'avons dit, la publicité est une vieille pratique, mais l'Allemagne nazie a fait de la propagande une institution publique et l'a appliquée sur le plan international d'une façon tout à fait répréhensible. Voici quelques étapes de cette propagande par affiche que nous allons maintenant projeter devant le tribunal. Une fiche. Tout le temps de parler.
lumière. L'Allemagne cherche d'abord à donner confiance à la France. Il y a trop peu de lumière dans l'appareil. Voici une première affiche. Je suis obligé de la raconter parce qu'on la voit très mal. Son texte semble indiquer l'attitude généreuse du vainqueur à l'égard des victimes françaises de la guerre. Il est ainsi conçu: population abandonnée, faites confiance aux soldats allemands. Et on voit un soldat allemand qui tient dans ses bras des petits enfants français. Passez l'autre. Next. Mais en même temps qu'en France, les Allemands essayaient de donner confiance aux populations, voici sur la deuxième affiche que nous présentons et qui était affichée en Allemagne, ce qu'ils disaient aux Allemands au sujet des prisonniers français. Je lis le texte de cette affiche. Compagnons, préservez votre dignité nationale. Aptitude envers les prisonniers. L'attention de chaque compagnon du parti est attirée sur les points suivants. Il est indigne de donner la moindre amitié à un prisonnier. Il est rigoureusement interdit de donner un rafraîchissement aux prisonniers de guerre. Vos pères, fils et frères combattent très durement contre un ennemi qui a pour but l'anéantissement du peuple allemand. Nous n'avons aucune raison de témoigner la moindre amitié à un tel ennemi, même quand il nous arrive prisonniers. L'ennemi reste l'ennemi. Next. Nous allons présenter maintenant une série de photographies d'affiches destinées à indiquer aux Français quels étaient leurs véritables ennemis. Mais au préalable, je voudrais demander au tribunal s'il voit suffisamment les affiches, étant donné la mauvaise qualité de la lumière. Je voudrais demander à Monsieur le Président s'il voit suffisamment les affiches, étant donné la mauvaise qualité de la lumière. Je vous remercie. Nous continuons. Cette première photo de la série destinée à indiquer aux populations quels étaient leurs véritables ennemis s'intitule
les bobards sortent toujours du même nid. L'ennemi indiqué est l'Angleterre. Cette caricature montre à l'aide d'oiseaux à tête humaine que la voix de la France libre ne se réduit qu'à des bobards symbolisés par des insignes maçonniques ou des emblèmes de la religion juive. Ces pancartes, les pancartes que ces oiseaux portent et qui sont un défi au slogan de la propagande anglaise, prennent aujourd'hui un caractère assez piquant puisqu'on y lit « Les Allemands prennent tout, nous avons la maîtrise des mers », il s'agit des Alliés, etc. Next. Nous sommes toujours dans la propagande anti-anglaise. C'est le thème favori de la propagande allemande. Cette photo est intitulée « Grâce aux Anglais, notre chemin de croix ». Elle essaie de prouver aux Français par le rappel de certains événements historiques que les Anglais ont toujours été à l'origine des souffrances françaises. Jeanne d'Arc, Napoléon, la guerre 39-40 sont les thèmes principaux exploités par l'affiche. Next. Cette photo représente l'hydre anglaise qui enserre l'Afrique. Mais les tentacules de cette hydre sont impitoyablement tranchés en Allemagne, en Norvège et assez curieusement en Syrie. Le texte de cette affiche porte « Les amputations de l'hydre se poursuivent méthodiquement ». Changez. Next. Cette affiche porte la légende suivante, à peu près invisible d'ailleurs, ici. L'Allier d'hier. Avant la guerre, de grandes promesses. Pendant la guerre, aucun secours. Et fuite, retraite et fuite du corps expéditionnaire anglais. Après la débâcle, bombardement de villes françaises et blocus. Concluons. Next. L'affiche numéro 7, toujours contre l'Angleterre, est bâtie sur le même modèle, en 3 parties, hier, aujourd'hui, demain. Les Allemands développent non seulement le thème de l'avidité anglo-saxonne qu'ils matérialisent par une hydre ou un bulldog, mais aussi le thème du prestige maritime des pays occupés. Next. Nous projetons sur ce sujet des photographies d'affiches françaises et norvégiennes. Cette affiche s'intitule « Avec ce De Gaulle-là, vous ne prendrez rien, messieurs ». L'obésité britannique et le capitalisme juif
déborde d'une barque qui est arrêtée par les canons de Dakar. Le style de la légende, avec le geste du matelot, ont un aspect purement allemand. Un Français aurait dit, avec cette Gaule-là, l'allusion étant ainsi suffisamment claire. Next. L'affiche numéro 9 porte ces mots invitant à l'enrôlement dans la Kriegsmarine. Le présent exige la libération des mers. Next. Voici une affiche norvégienne. Défends la Norvège, enrôle-toi dans la Kriegsmarine. L'inscription peut se faire, primo, à tous les services de la police d'ordre allemande. Deuxièmement, à toutes les commandantures de la Wehrmacht allemande. Troisièmement, auprès des capitaines allemands des ports et des services de surveillance portuaire. Quatrièmement, auprès du commandant de la réserve des SS, Norvège, Oslo, etc. Next. J'essaie de prouver à la population civile que la ruine, l'incendie et la dévastation et voici le second ennemi, l'Amérique, qui fait l'objet des affiches qui sont projetées maintenant. La presse américaine, 97% aux mains des Juifs. Cela permet de viser deux ennemis à la fois, les Juifs et l'Amérique. Next, please. Cette affiche porte au centre l'inscription « Ils ont voulu la guerre ». Et ils, les sujets de cette proposition, sont représentés par 6 photographies des responsables de la guerre. Ces responsables, il ne s'agit d'aucun des hommes qui sont assis au banc des accusés, mais de 6 Américains, magistrats, fonctionnaires, hommes publics. Leur nom n'était pas familier au public français, qui les avait rarement vus, sauf M. LaGuardia sur l'écran. Les lecteurs des articles économiques en France connaissaient M. Morgenthau. Il était tout de même difficile de persuader les Français que messieurs Baruch, Frankfurter, Wise et Lehmann étaient les auteurs de la guerre actuelle dont Hitler et Göring étaient les victimes. Mais, je l'ai déjà dit, la propagande nazie ne reculait devant aucune invraisemblance. Next, please. Cette photo est plus pittoresque. Elle reproduit les deux faces d'un billet de $1.
et comporte 2 légendes séparées par une étoile maçonnique qui porte l'inscription « Un dollar ne vaut que s'il est signé Morgenthau ». Et voici les textes des légendes qui prouvent l'imagination des créateurs nazis en cette matière. Voici le texte de gauche. Le ministre du Trésor est le juif Morgenthau Junior, apparenté au grand requin de la finance internationale. Tous les attributs juifs figurent sur ce dollar. L'aigle d'Israël, le triangle, l'œil de Jéhovah, les 13 lettres de la devise, les 13 étoiles de l'auréole, les 13 flèches, les 13 rameaux d'olivier, les 13 marches de la pyramide inachevée. Cet argent est bien juif. Et voici le texte de droite. Ce dollar a payé la guerre juive. Seul message que les Anglo-Américains sont en état de nous adresser. Suffira-t-il à nous dédommager des malheurs que nous vaut la guerre juive? L'argent n'a pas d'odeur, mais le juif en a une. Fin de citation. Next. Monsieur Churchill et Monsieur Roosevelt se partagent l'Afrique. Next. Et maintenant, voici la propagande antisémite, proprement dite. Nous l'avons déjà vu mélanger à la propagande anti-anglaise et anti-américaine. Cette photographie représente des enfants d'une école professionnelle française qu'on a conduit à une exposition anti-juive et dans les mains desquelles on a placé des brochures anti-juives. Next. Voici l'invasion juive. La France est rongée par une hydre symbolique et barrée par des chiffres. En 1914, 200 000 juifs. En 1939, 800 000 juifs. Sans parler des demi-juifs. Next. Pour les Juifs, le droit de vivre. Pour nous, le droit de crever. Sous les récriminations de la juiverie envahissante, s'alignent les croix des victimes de la guerre, dont la liste s'allonge. La propagande cherche, d'une part, à cristalliser et à isoler la masse juive, et d'autre part, à susciter contre elle la haine du reste de la population. Elle cherche à diviser la France. Next.
Enfin, voici maintenant le terrible ennemi russe. Un bétail humain, martyrisé, traîne un wagonnet de pierre, cependant qu'un monstre en uniforme fouette du knout ou d'une nagaïka et menace du revolver. Cette image devait d'abord être enrobée dans un montage général intitulé « Le paradis des travailleurs ». Et c'est ce qui lui donne un intérêt supplémentaire. Faute de temps, l'affiche fut offerte telle qu'elle. Nous déposons le projet de montage comme document numéro 1151. Next. Une belle affiche norvégienne. Un nom en forme d'éclair vient frapper la main russe qui veut déchirer le drapeau national. Next. Jamais. Image romantique qui fait songer à certains tableaux russes de l'autre siècle. La mort escorte un train de déportés. Les nazis montraient ce qu'ils connaissaient bien. Next. La dernière vue sur la Russie. Voilà ce que le bolchevisme apporterait à l'Europe. Sur la carte, des scènes de mutilation, infanticide, viol, pendaison, assassinat. C'est exactement ce que le nazisme a apporté à l'Europe. Next. Pourtant, cette Europe devait prendre conscience du bonheur d'être dirigée par le Führer. Prendre conscience de sa force, de son unité, pour combattre victorieusement les barbares ennemis. Et voici une photographie d'affiche intitulée « Un chef et son peuple ». Hitler est présenté paré de toutes les séductions, douceur, simplicité, compréhension. Cependant que le texte, illisible sur la reproduction, rappelle que c'est lui, Hitler, le soldat inconnu de la Première Guerre. Nous attirons l'attention du tribunal sur la photographie. Could you let the tribunal know how much longer you are likely to be? Could you let the tribunal know how much longer you are likely to be? Pour 10 minutes, Monsieur le Président. Go on then. Dans la photographie qui est à gauche,
Hitler serre la main d'une petite fille et la légende porte la petite gratulatrice. Ce terme qui n'est pas français, next. Ce terme qui n'est pas français révèle l'origine du document. Voici une affiche très répandue en France. Je travaille en Allemagne pour la relève, pour ma famille, pour la France. Fais comme moi. Next. « 1843. L'histoire parle. 1918, la débâcle. 1943, la grande unité. » Cette affiche répond aux inscriptions que les patriotes traçaient sur les murs en France. La défaite allemande se précipitait et l'on pouvait espérer que la fin de l'année 1943, comme la fin de l'année 1918, marquerait la victoire finale. Les nazis ne trouvaient à opposer au communiqué écrasant que des démentis et des affiches comme celle-ci pour affirmer la grande unité de l'Europe. Next. Voici une affiche qui synthétise l'effort à la fois productif et combatif. Les meilleurs ouvriers forgent les armes des meilleurs soldats. L'Europe invincible. Next. Enfin, la propagande s'élève au plan du conflit de doctrine. Doctrine politique, le socialisme contre le bolchevisme pour une Europe libre. Next. Doctrine religieuse. C'est une affiche norvégienne qui vient ridiculiser l'alliance germano-russe. Elle est intitulée « Une rencontre bénie ». Un évêque anglican, nanti d'une bombe au phosphore, présente une croix symbolisant la Finlande, qui est offerte au pape Staline, qui la reçoit les yeux au ciel et le fusil mitrailleur au bras. Une pancarte indique « Le christianisme est introduit au pays des soviets ». Et la légende dit « Mon cher frère, avec ces belles croix, nous voulons renforcer ta foi. » Next. L'antéchrist. Le communisme, fléau de la civilisation. Le bolchevisme contre l'Europe. Europe. Europe. International, 12 juillet, 15 août 1941. Les nazis se posent en défenseurs du christianisme. Next. Et voici, pour terminer, ce que les défenseurs du christianisme ont fait de l'église d'Oradour-sur-Glane. Fini. Lui. J'ai encore quelques mots à ajouter, je termine. Très rapidement, je vais venir tout de suite. Voici la projection terminée. Nous nous sommes permis
de présenter au tribunal quelques images pour concrétiser un domaine que son caractère spirituel rend peut-être moins sensible et dont cependant l'importance est très grande. Pour traiter un sujet aussi affectif et subtil, le procédé des images simplifie l'expression. C'est pourquoi nous avons suppléé aux paroles impossibles par quelques images qui montrent dans le même instant ce que le discours ne pouvait développer que lentement. Nous espérons avoir, par ce moyen, contribué à la manifestation de la vérité. The tribunal will adjourn until 10 minutes past 2.